Je fais partie de la commission internationale de Attac France. Donc, vous connaissez le mouvement Attac, l'association Attac, peut-être la plupart d'entre vous. Vous devez savoir que notre cible prioritaire, c'est la finance. Pour le coup, cette fois, c'est vrai. Hein, c'est pas comme d'autres qui l'avaient déclaré, mais ce n'était pas vraiment le cas. Donc, pour nous, c'est vraiment le cas. Nous sommes, depuis une vingtaine d'années, nous travaillons sur les questions financières et économiques et nous dénonçons surtout l'hégémonie des marchés financiers et du système financier international sur la vie des peuples. De 2008, eh bien, à Attac, nous considérons que nous sommes toujours dans cette crise systémique, malgré les discours optimistes qui disent qu'on en est sorti, que tout va bien, que c'est la fin du tunnel, etc. Il n'en est rien, on est toujours dans cette crise et qui a des effets sur tous les aspects de la vie. Et c'est pour ça que d'ailleurs on l'a dit systémique, c'est-à-dire à la fois sur le plan économique, mais également sur le plan social et puis sur le plan écologique. Et là, c'est effectivement, alors comme vous avez une table ronde sur l'écologie, je ne vais pas insister, mais il faut bien voir qu'il y a des liens, tout cela est totalement imbriqué, qu'il y a des liens entre la crise financière et la domination des marchés financiers sur tous les aspects de la vie, que sont y compris notre vie quotidienne, avec les conséquences que nous connaissons, le chômage, les difficultés, la restriction des budgets nationaux, la réduction des services publics, etc., etc. Vous connaissez bien le sujet, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Deux mots simplement pour dire que, comme on a peu de temps, je vais aller assez vite. D'une part, que pourquoi est-ce qu'on est toujours dans cette crise? Eh bien parce qu'on est toujours dans un système néolibéral où l'économie et la finance surtout, dominent le monde, hein, pour le dire rapidement. Que depuis une dizaine d'années où on a vécu cette grande crise de 2008 qui a commencé, vous vous souvenez, aux États-Unis, avec la crise des subprimes, avec des ménages américains qui s'étaient endettés bien au-delà de leurs moyens, attirés par des conditions bancaires inespérées, mais alors qu'ils n'étaient pas solvables, et donc il y a eu tout un tas d'endettement, une spirale d'endettement infernale, avec des produits financiers qui se sont revendus sur les marchés, avec un cynisme parfait des grandes banques qui ont monnayé tout cela et qui ont conduit à une catastrophe financière, puisque les systèmes bancaires et financiers sont totalement interdépendants. Hein. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet domino. Il suffit qu'il y ait une banque qui s'écroule pour entraîner tout le système financier international, puisque toutes les banques travaillent ensemble. C'est complètement interdépendant. Et c'est pour ça d'ailleurs que le système est très fragile et vulnérable et dangereux, avec des crises ponctuelles comme ce qui est en train de se passer en Argentine. Je ne pense pas que je vais y revenir trop parce que ça sera probablement votre sujet. Vous êtes argentin, donc moi je ne le suis pas, je suis française. Donc je suppose que vous allez peut-être plus parler de la crise argentine. Toujours est-il que donc, depuis 10 ans, eh bien, le système est toujours aussi fragile, aussi vulnérable. Les banques n'ont pas été réformées suffisamment. Il y a eu quelques petites tentatives de régulation, mais chaque pays est très jaloux de son système bancaire. Et donc, il n'y a pas eu d'effort véritablement international pour réguler le système financier. Or, c'est précisément le rôle du G20. Ça devrait être le rôle du G20 que de réguler la finance internationale. Et la plupart du temps, ils se sont contentés de grandes déclarations en disant « mais bien sûr, nous allons réguler ». En réalité, il n'en est rien, puisqu'il y a une sorte de complicité, hein, entre les intérêts des grandes banques et des grandes multinationales et les leaders du monde qui se contentent d'appliquer les mêmes recettes néolibérales. C'est un système qui est totalement opaque, qui est totalement non transparent. La plupart du temps, on dit aux gens, mais c'est très compliqué ce qui se passe dans la finance, etc. Alors nous, à Attac, nous faisons depuis 20 ans un gros travail de sensibilisation et d'information pour dire que non, ça n'est pas si compliqué, que derrière ce jargon un peu ésotérique se cachent des réalités toutes simples, hein, d'intérêts financiers, de course au profit, toujours plus, de l'argent qui fait de l'argent, hein, puisque c'est ça, hein, les marchés financiers. On sait qu'aujourd'hui, les marchés financiers ne financent plus que 30% de l'économie, à 30% l'économie, ce qu'on appelle l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie productive. Hein. À 70%, c'est de l'argent qui fait de l'argent. Voilà, c'est tout simple. Une fois qu'on a compris ça, on voit bien que c'est un système qui marche sur la tête et qui est complètement fou. Alors s'ils se contentaient de fonctionner un petit peu en dehors de la vie du monde, pourquoi pas, hein, de façon totalement virtuelle. Le problème, c'est que les conséquences, nous en souffrons nous-mêmes
nous les peuples, hein, les populations de tous les jours. Quand je dis qu'il n'y a pas eu de véritable réforme, c'est-à-dire que notamment tout ce qu'on appelle le shadow banking, le marché des marchés de l'ombre en français, hein, la banque de l'ombre, où s'échange à la vitesse de la lumière quasiment, hein, grâce aux algorithmes mathématiques. Les banques sont très fortes pour engager des jeunes mathématiciens très performants qui créent toujours, ils ont une puissance d'innovation absolument sans limite, à la fois pour contourner les réglementations et puis pour inventer des nouveaux produits financiers qui s'échangent à la vitesse de la mini-nanoseconde quasiment, hein, avec des allers-retours très fréquents sur les marchés. Si on voulait véritablement tracer tout cela, c'est possible puisque l'informatique le permet. Mais il n'y a pas véritablement de volonté politique pour empêcher ce système complètement fou de perdurer et de continuer, avec un cynisme absolu, parce que les crises, ils s'en accommodent très bien, hein, en général. Quand il y a une crise sur certains marchés, ils vont sur d'autres, sur les marchés des matières premières par exemple, sur le blé, le soja, affamant des populations dans les pays du Sud. Et puis quand c'est plutôt profitable sur les marchés traditionnels, ils reviennent. Et puis quand il faut créer des nouveaux marchés, par exemple sur la biodiversité, maintenant il y a un marché très efficace sur la biodiversité, où on spécule sur les catastrophes qui pourraient advenir aussi. Ça s'appelle les catastrophes bonds, hein, les obligations catastrophiques, sur la survenue d'événements climatiques, comme ce qui se passe en ce moment en Californie avec les feux ou les grandes inondations, etc. Eh ben, il y a des obligations qui ont été créées donc, par les banques pour pouvoir spéculer sur ces marchés. Enfin, c'est complètement fou. Ouais, le marché du carbone, le CO2, etc. Bon, tout ça commence à être connu. Vous dire un petit mot de la façon dont nous agissons. Nous faisons ce qu'on appelle de l'éducation populaire, avec des bouquins, des livres, des brochures, des petites plaquettes. Mais nous faisons aussi des actions du type happening, hein, parce qu'on s'est aperçu que souvent c'est plus efficace. À une poignée de gens, on rentre dans une banque, on l'occupe, on prend les chaises, on projette des produits pour dire que, pour symboliser le fait que la finance est opaque, elle n'est pas transparente, etc. Voilà, on fait de plus en plus ce genre d'action de désobéissance civile, parce qu'on s'est aperçu qu'aujourd'hui c'est vraiment un des moyens qui est un des plus efficaces. Il suffit d'être quelques-uns, bien déterminés, bien motivés. Alors il faut bien s'organiser parce que parfois on peut se faire arrêter, hein, c'est un peu risqué, mais enfin on ne risque pas très gravement. Mais en tout cas c'est très efficace parce que ça agit sur l'opinion, à condition bien sûr d'avoir des médias qui relaient, et de plus en plus Attac commence à avoir une certaine notoriété sur ce type d'action. Dernier point que je voudrais vous signaler, il se trouve qu'on est victime d'une petite campagne du gouvernement argentin, car nous allons... une camarade d'Attac est déjà sur place, moi-même je vais à Buenos Aires à partir du 25, du samedi prochain, et nous sommes accusés par le gouvernement argentin d'être des fauteurs de troubles, qui venons pour faire des manifestations violentes, etc., etc., Attac, enfin bon... En réalité, c'est absurde puisqu'on est une ONG qui a un pignon sur rue depuis 20 ans. On est connu, on a des groupes Attac dans 17 pays en Europe. Il y a un Attac Argentina et il y a des attaques dans d'autres pays d'Amérique latine. Et voilà. Mais comme il se trouve que Attac Argentina a pris un petit peu d'importance et un peu à l'initiative de quelques actions de débat auxquelles personnellement je vais participer pendant la semaine d'action qui va avoir lieu pendant le G20, eh bien, Attac a été dénoncé. Alors, on est accusé d'être des fauteurs de troubles, qui allons organiser des manifestations violentes, un peu ce qui s'est passé comme à Hambourg l'année dernière en Allemagne, qui avons même, là c'est le comble, il y avait un article hier sur Info disant qu'on faisait des transferts d'argent suspects et qu'on faisait du lavage d'argent sale, du blanchiment d'argent, pour une association qui précisément milite contre l'évasion fiscale, contre la fraude, etc. Se faire accuser nous-mêmes de blanchiment d'argent, je trouve que c'est quand même, il fallait l'inventer. Hein. Ça c'est vraiment, c'est une invention des services, c'est typique, hein, des services de renseignement que d'inventer des choses pareilles. Voilà. Bon, on a évidemment répondu, on a fait des communiqués. Aujourd'hui, il y a un article sur Patrina Doce, avec une interview de la présidente d'Attac Argentina qui a 80 ans. On l'imagine mal aller jeter des pavés dans la rue, qui est en plus une ancienne universitaire, enfin bon, qui est très connue là-bas. Donc tout ça est assez ridicule, ça fait rigoler les gens, mais en même temps il faut quand même le prendre au sérieux, parce que ça pourrait être un petit peu
problématique pour nous. Voilà, donc si jamais vous entendez que, par exemple, je suis bloquée à l'aéroport, j'ai failli être l'année dernière, hein, au moment de l'OMC, j'avais été retenue à l'aéroport, et puis j'ai pu rentrer quand même sur le territoire argentin parce que mon fils vit à Buenos Aires. Alors, comme je suis la maman, on m'a laissé rentrer. Mais c'est quand même un petit peu risqué, j'espère que je n'aurai pas... qu'ils ne me remettront pas dans l'avion pour rentrer à Paris aussi sexe. Il faut dire qu'il y a une telle paranoïa, une telle militarisation de Buenos Aires pendant le G20, 20 000 publics, ça va être énorme, avec un périmètre de sécurité absolument considérable et des moyens de sécuritaire et de répression très importants. Il faut savoir que le G20, ça sert à ça d'ailleurs, à financer les systèmes répressifs des gouvernements. Parce qu'il y a beaucoup d'aides, notamment là, j'ai lu des trucs sur les drones, des tas de moyens militaires très performants, très modernes, qui vont être offerts au gouvernement argentin, qui va les garder bien sûr après, hein. Ça peut servir après. Bon, j'en rigole, mais en même temps, c'est pas drôle du tout. On est quand même très inquiet de ce qui se passe en Argentine, très inquiet de ce qui va se passer au Brésil, et je dois dire que c'est quand même une préoccupation considérable pour nous, nous Français, et nous qui sommes évidemment proches des amis là-bas. Donc voilà, ça va être aussi pour moi en tout cas l'important, ça va être aussi surtout de pouvoir rencontrer les amis argentins et brésiliens surtout, pour voir un petit peu comment ils prennent l'arrivée de Bolsonaro et comment ils vont pouvoir s'organiser pour résister. Voilà, merci à vous et je passe la parole au modérateur. Entre parenthèses, je profite pour rajouter au problème que vous avez tout à fait exposé, que je crois que c'était l'année dernière, un membre norvégien d'Attac n'a pas pu rentrer en Argentine et a été expulsé à l'Équateur. Absolument, c'est vrai. Et moi-même j'ai failli être expulsée, mais je n'ai pas été à cause de ce que mon fils vit là-bas. Donc ils ont quand même... J'avais préparé tout un dossier avec son carte de résidence, son inscription aux études, etc. Et ils m'ont laissé rentrer. Mais effectivement, un camarade d'Attac Norvège n'a pas pu rentrer. Et puis d'autres militantes ont été... Donc, je donne la parole à notre prochain orateur, Bruno Sussani d'ACA. C'est un économiste bien connu qui vit à Paris et qui collabore assez régulièrement au supplément économique de Pagina 12 qui s'appelle Cash, entre autres choses. Et donc tu peux donner peut-être encore des parchemins qui t'appartiennent. Oui, merci beaucoup. Je vais commencer par me faire un peu de pub. Je vais publier prochainement un livre en Argentine, peut-être vers le 15 décembre, sur la crise économique de Macri. Et cela, je vous le dis, parce que si vous perdez quelque chose, vous ne comprenez pas quelque chose de ce que je viens de dire, ce sera entièrement dans ce bouquin, des conditions exogènes ou une réalité qui aurait créé, disons, les spéculations, etc. Mais une crise provoquée par une politique économique qui a provoqué un certain nombre de déséquilibres et qui a surtout, si je peux me permettre, cassé les délicats équilibres qui avaient été mis en place pendant le gouvernement péroniste de la Madame Kirchner. Cette rupture, c'est d'abord commencé par les mesures qu'a prises Macri, et en particulier en matière de commerce extérieur, à savoir, d'une part, la dévaluation de 60% en décembre 2015, et par la suite, disons, la levée ou la diminution des impôts sur les exportations, ce qui a provoqué un manque de financement du budget et un déficit budgétaire considérable en 2015 et 2016. À la suite de quoi, il y a eu une nécessité de sa part de relancer un peu la machine économique, et cela, il l'a fait en augmentant la dépense publique, mais comme il avait définancé, on va dire, l'État, il a dû se délier et aller chercher de l'argent à l'étranger, notamment aux banques américaines. C'est-à-dire que pendant environ 30 mois, il a
endetté le pays d'environ 130 milliards de dollars, ce qui est considérable, à des taux extrêmement élevés, c'est-à-dire entre 6,5 et 8%, c'est-à-dire des taux complètement usuraires. C'est-à-dire que au moment où Macri demandait de l'argent aux banques américaines à 6% ou à 7%, la Banque centrale américaine, disons, prêtait aux banques à un taux de 0,25, 0,70 ou 1,25%. C'est-à-dire qu'il y a eu progressivement un déséquilibre dans le budget de l'État, puis il est apparu que progressivement, il y a eu un changement dans la législation fiscale qui a permis de favoriser les secteurs les plus aisés. Notamment, il y a eu une diminution de l'impôt sur le patrimoine, il y a eu une diminution de l'impôt sur le revenu, et puis, surtout pour les tranches supérieures, et puis nous sommes arrivés à une situation dans laquelle, à un moment donné, disons le 8 mai 2018, Macri a dû constater qu'il était dans une situation de quasi-cessation de paiement, c'est-à-dire qu'il y avait deux solutions, soit le défaut de paiement, soit aller vers le Fonds monétaire international. Et je crois que là, il s'agit d'une décision politique gravissime, parce que les efforts qu'avait fait l'Argentine pour échapper à la mainmise du Fonds monétaire international, avec le remboursement de la dette qu'on avait avec le Fonds monétaire international, fait par le président péroniste Kirchner, a été, disons, tout était chamboulé et, disons, on s'est retrouvé à nouveau sur la mainmise du Fonds monétaire international. Et cela, je crains d'ailleurs, parce que Madame le disait, je crains que ce sera le cas du Brésil prochainement, bien que également le Brésil avait, à peu près à la même époque que Kirchner avait remboursé le Fonds monétaire international, le Brésil également avec Lula avait également remboursé la dette qu'il devait au Fonds monétaire international. Parce que le Fonds monétaire international, disons, est un organisme qui oblige, lorsqu'il prête de l'argent, à le rembourser dans des conditions extrêmement défavorables pour les peuples des pays concernés. Donc maintenant, il est vrai, comme on dit souvent, que la crise politique et économique en Argentine était le résultat d'un programme économique qu'on appelle néolibéral et qui ressemble, comme deux gouttes d'eau, à un programme que pourrait être, disons, proposé par le Fonds monétaire international, c'est-à-dire que la hausse des taux d'intérêt, l'ouverture aux importations, la dévaluation, la diminution des salaires réels, tout ça, disons, est contenu dans les programmes habituels du Fonds monétaire international, mais a été déjà appliqué par Macri bien avant qu'il prenne la décision de s'adresser au Fonds monétaire international pour lui demander un prêt quand même considérable, 50 milliards de dollars, plus 5 ou 7,5 milliards de dollars additionnels. Ça veut dire 57 milliards, 58 milliards, ce qui va poser un problème, puisque l'Argentine, maintenant, est endettée à hauteur de près de 60% de son PIB. Et on calcule que vers l'année prochaine, c'est-à-dire à la fin de 2019, l'Argentine aura environ 80% de son PIB en matière de dette. Donc on est dans une situation extrêmement délicate et il n'est pas sûr que l'Argentine puisse payer et il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas, disons, un autre prêt qui sera, je ne sais pas d'où on va pouvoir le sortir, qui viendra, disons, permettre de payer les intérêts, parce que les intérêts de la dette se cumulent, et aujourd'hui nous avons environ 20 milliards de dollars d'intérêts, ce qui est considérable puisque cela représente environ 3% du PIB. Donc le budget qui était promu pour, je terminerai là-dessus sur le budget 2019, le budget 2019 est un budget, disons, de guerre, et c'est un budget de restriction
des dépenses, puisqu'il s'agit de trouver un déficit primaire zéro. Alors, déficit primaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des impôts est égale à la somme des dépenses. Mais cela hors remboursement financier. Ça veut dire que pour rembourser ce qu'il faut de la dette, il faudra, disons, avoir un excédent réel du budget de l'ordre de 3% du PIB, ce qui implique, disons, une réduction du temps de la part des dépenses. Alors, nous, les économistes, nous savons, il y a un truc qui s'appelle le multiplicateur, on connaît ça depuis 80 ans, hein, et puis le multiplicateur de l'Argentine est proche de 2. C'est-à-dire que lorsque sur 2 ans, on va faire une réduction de 3% des dépenses, cela signifie qu'on aura automatiquement, de par la situation du budgétaire, on aura une diminution du PIB de l'ordre de 5%. C'est-à-dire que même si le gouvernement argentin pense qu'aujourd'hui, en 2018, la baisse du PIB sera de 1,9% et la baisse du PIB l'année prochaine sera de 2,5%, je pense qu'on sera plutôt proche de 5% de baisse. Merci beaucoup. Merci Bruno. Notre prochain orateur, c'est Madame Mayelida Rivas du comité ALBA de Paris. Bonsoir. Bon, je crois que les deux intervenants d'avant m'ont facilité beaucoup la tâche et mon exposition sera peut-être un peu différente parce que je vais essayer de présenter un petit cas alternatif. Et je m'excuse d'avant de mon français parce que je ne suis pas francophone. Et je préparais, je vais lire et essayer de vous essayer d'expliquer la position. Nous voulons faire une introduction sur les G20 pour ensuite essayer de donner des pistes pour répondre à la question quelle économie, quelles finances ont voulu pour obtenir plus de démocratie. C'est ça comment on s'est posé la question. Et réfléchir ensemble, parce que c'est un fonds citoyen. Dans le cadre de la réflexion de ce fonds citoyen, l'Argentine est mise comme pays modèle d'application des politiques ultralibérales dans l'actualité en Amérique latine. Mais évidemment, elle n'est pas la seule dans cette démarche. Les conséquences humaines sont désastreuses, mais dans le plan économique financier aussi. On peut avancer comme la plus importante, la perte de souveraineté du pays face au système financier dominant. Cependant, on va essayer de penser autrement et montrer quelques éléments d'un cas dans lequel les autorités gouvernementales ont décidé de s'en sortir de l'économie dominante et comment les conséquences humaines ne sont pas désastreuses, mais dans le plan économique et financier, la déstabilisation est savamment orchestrée. Qu'est-ce que c'est le G20? Le G20, bon, depuis la création de 1999, surtout à partir de 2008, il a été contesté pour les mouvements arte mondialiste, principalement pour le fait que cette manifestation est l'espace visible où les pays dominants et ses alliés réactualisent l'ordre économique mondial basé sur des principes néolibéraux. Pour comprendre ces enjeux en place del G20 fonctionnent de la suivante manière. Tout au long de l'année, les travaux del G20 se répartent en 2 filières. La filière finance, regroupant les réunions et les échanges entre les ministres des Finances et les gouvernements des banques centrales, leurs adjoints et des experts. Cette filière se concentre sur la question financière et économique, parmi laquelle figurent les politiques de croissance, les travaux de l'architecture financière internationale, les investissements dans l'infrastructure, la réglementation financière, l'inclusion financière ou encore la fiscalité internationale. La filière Sherpa, qui tient son nom de représentant personnel des chefs de l'État, qui y siège, supervise les travaux des experts sur l'enjeu global, comme par exemple la santé mondiale, la lutte contre les changements climatiques,
la mise d'œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable, l'éducation, l'immigration, l'égalité entre femmes et hommes, ou encore la lutte contre la corruption. L'Argentine exerce la présidence du G20 depuis le 1er décembre 2017 et les trois grandes priorités de sa présidence sont, dans les papiers évidemment, les questions liées à l'emploi, au numérique et l'éducation sous l'angle de l'avenir du travail à l'heure du numérique, les financements des projets d'infrastructure en faveur du développement, l'agriculture durable. La France propose une autre chose. Il faut défendre le multilatéralisme, c'est la position de la France, mais en proposant simultanément la taxation des géants du numérique, la régulation financière et la position adoptée face à l'explosion des crypto-monnaies, mais aussi les conflits commerciaux, suite à la décision de Donald Trump de taxer les importations américaines d'acier et d'aluminium, qui sont au cours des préoccupations des réunions des acteurs conformants et le G20. Donc, la mise en œuvre de l'Agenda 2030 sur le développement durable, la responsabilité sociale des entreprises ou encore une meilleure régulation du numérique, agenda qui théoriquement vont à l'encontre de la protection des citoyens, mais ce que nous savons, elle favorise plutôt un silence sur les vrais problèmes des citoyens travailleurs, réduction du marché du travail, privatisation des services publics, santé, éducation, transport, logement, récréation, culture. Nous pouvons voir que l'économie et les finances sont supéditées aux intérêts politiques fondamentaux du contrôle du travail pour rentabiliser les capitaux. La réorganisation de l'économie dominante s'est transformée tellement dans le monde de la science et la technologie, où on appelle les virtuels, gagne des terrains. Mais cette transformation se retourne contre elle-même. Elle perd plus de pouvoir car elle a plus de problèmes. Plus de licenciements, et dans l'exemple de l'Argentine, on voit avec tout le reste des politiques, évidemment, qu'en septembre et octobre, plus de 20 862 personnes sont en chômage, ont été plutôt mises en chômage, mais à l'écart, pendant que dans les mêmes périodes de 2017, les licenciements étaient de 3087 cas. Donc on voit la dimension de la chose. Et également, on peut signaler, par exemple, que dans les licenciements, la majorité du nombre de licenciements correspondent à les travailleurs de l'État, évidemment, et qu'on peut dire que c'est le 56%, et, pardon, dans le monde de l'industrie, c'est le 56%, et dans le monde de l'État et les entreprises transnationales, statales, c'est de 27%. Donc, la confrontation avec les travailleurs, c'est évident. Et il y a plus d'exigences, donc l'innovation en matière de produits synthétiques, aliments transgéniques, qui ont des conséquences pour la santé de la population, une majeure valeur des matières premières, énergétiques et stratégiques, plutôt pétrole, lithium, coltan, gaz et maintenant l'or, mais plus de contraintes parce qu'il y a maintenant des justifications de guerre pour s'approprier de ces matières premières. Donc la première crise des noyaux de l'économie dominante commence de nouveau à se réinstaller des notions qui revitalisent ou qui demandent à revitaliser l'économie. On dit le protectionnisme commercial, la sécurité, la guerre, c'est l'illusion. Maintenant, nous voulons donner des tips sur un cas d'un projet alternatif. Il y avait eu un accès au pouvoir des gouvernements de gauche. Il y avait eu une constituante comme stratégie participative et démocratique pour donner les cadres juridiques aux transformations politiques, économiques et sociales. Il y a eu promulgation des lois pour nationaliser les secteurs stratégiques de l'économie. Le public et l'intérêt général dépendent du pouvoir du secteur privé dominant. Redistribution des revenus autrement, investissement dans le secteur public, santé, éducation, logement, salaire, retraite, entre autres.
investissement productif à partir de nouvelles formes de propriété créées, et stratégie internationale d'intégration intrarégionale et de la notion sud-sud, comme complémentarité, réciprocité, solidarité, entre autres, sont ces principes. Démocratisation des relations internationales, multilatéralisme, souveraineté, autodétermination. Cependant, ce modèle économique alternatif a été un mauvais exemple pour l'économie dominante. C'est qu'on peut dire, donc, la volonté politique compte dans les décisions économiques et financières dans n'importe quel pays. Mais les décisions économiques et financières sont ou pas acceptées pour le monde dans la mesure qu'elles s'opposent au système dominant. Dans ces sens, et malgré qu'il y a un appui pour les populations des modèles économiques et sociaux alternatifs, où les conséquences sociales sont favorables à la population, les conséquences économiques ne peuvent pas se développer souverainement car progressivement il s'installe un blocus économique, financier, médiatique à niveau régional et mondial. Caractérisation des mesures pour faire défaut d'un modèle alternatif. Tout commence avec une opposition indirecte et directe du gouvernement progressiste. Déstabilisation politique d'opposition légitime, car elle défend leurs intérêts dominants, mais finalement pas pour des voies pas démocratiques. Coup d'État militaire, coup d'État juridique et aussi médiatique. Ordre exécutif extraterritorial pour les autorités du gouvernement dominant qui amène aux sanctions économiques et financières. Instrumentalisation des informations économiques et financières. Entreprises de qualification financière donnent des fausses informations sur la réalité économique d'un pays en question. Manipulation de la devise dominante. Blocus financier et économique. Interdiction de mobilisation des comptes bancaires, intimidation fournisseurs de biens et services, confiscation d'actifs, suspension des lignes de crédit malgré la solvabilité économique, à partir des ressources trouvées qui ne sont pas prises en compte, des lignes éditoriales et informations permanentes contre les pays en question, conséquences sociales et de la déstabilisation savamment orchestrée. Il y a pénurie de marchandises et services, aliments, médicaments, accessoires de matériel et d'équipement, une hyperinflation et déstabilisation de la monnaie nationale, limitation de mobilisation des biens et personnes, détérioration des services publics, limitation pour recevoir paiement des tiers, malaise de la population, mais appui au gouvernement progressiste. Face aux attaques de l'économie dominante, les gouvernements préconisent mesures innovatrices pour s'en sortir. Changement de devises pour les paiements et échanges commerciaux, solvabilité économique à partir des ressources des matières premières stratégiques, innovation dans l'utilisation des crypto-monnaies, réapprovisionnement des fournitures dans les nouveaux marchés, nouvelle alliance commerciale dans les autres blocs de pouvoir, innovation et la distribution des biens basiques en main de la population organisée. Comme on peut voir, la question quelle économie et quelles finances on veut pour obtenir plus de démocratie nous amène à réfléchir ensemble. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à notre dernier intervenant, un représentant du mouvement pour la paix. Merci, et je vous prie d'abord de m'excuser du retard, mais j'ai fait quelques confusions dans les horaires, donc je suis totalement coupable, mais je vous demande de m'excuser. Peut-être commencer par une présentation un petit peu rapide des G20. C'est quoi le G20? Ça a été dit. Peut-être donner 2-3 éléments complémentaires. À une époque, je crois que c'était M. Giscard d'Estaing qui avait proposé que les grands pays de ce monde se retrouvent, et ça a été le G7, donc 7 pays dominants. Après, ça a été le G7 plus 1, le 1 étant la Russie de M. Yeltsin, qui est devenu après le G8 et qui est revenu le G7. Donc
Et après, donc, le G20 a été fait pour, en fait, constituer une alternative à des réunions plus démocratiques, et en fait faire une opposition aux Nations Unies. Je crois que un des grands objectifs de l'ensemble de ces organisations, c'est effectivement de prendre le contre-pied des Nations Unies. En effet, les Nations Unies s'intéressent à la politique. Son objectif général est évidemment le maintien de la paix ou le retour à la paix, mais également le développement économique, mais également la culture, l'enseignement, etc., notamment via l'UNESCO. Par contre, tout le côté économique est complètement absent. Souvent, on pense que la Banque mondiale ou le FMI font partie du système onusien, mais il n'en est rien, c'est quelque chose de totalement différent. Et je crois que c'est important d'avoir ça en tête, parce que on est dans des logiques qui sont évidemment extrêmement différentes. Je prendrai une autre comparaison des Nations Unies avec d'autres organisations internationales, notamment l'OTAN. L'OTAN, qui est une organisation à la fois militaire, surtout militaire, mais également politique, puisque dans ses objectifs, l'OTAN a la possibilité d'intervenir dans un pays qui voterait mal. Je mets mal entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, il a été créé dans la foulée de ce qu'on a appelé à l'époque le coup de Prague, c'est-à-dire les Tchécoslovaques ont eu le grand tort de voter à gauche, et non pas selon ce qu'on aurait voulu à l'époque à droite qu'ils votent. Donc, petite comparaison aussi, le budget de l'OTAN est 130 fois supérieur à celui des Nations Unies. Je dis bien 130 fois. Quand les Nations Unies dépensent 1 euro ou 1 dollar, l'OTAN en dépense 130. Il y a une différence gigantesque qui, je crois, est importante à avoir en tête. Ce qui me fait penser au niveau de l'analyse, c'est que la militarisation et la financiarisation des sociétés, c'est vraiment les deux volets d'une même réalité. L'un ne va pas sans l'autre, et quand on voit comment les choses se passent actuellement, on voit bien que le militaire vient au service de l'économie, et notamment quand on voit ce qui est en train de se passer en Amérique du Sud, notamment les menaces contre le Venezuela. Enfin, M. Obama représente généralement comme un saint laïque, je mets des guillemets là aussi, a quand même menacé d'une intervention militaire au Venezuela. Enfin, ça a été public, hein, je ne raconte pas. Donc je crois que c'est important de resituer cette affaire-là dans les liens, les liens qui n'existent pas justement, ou qui sont en opposition entre les G20 et les Nations Unies. Il était évoqué tout à l'heure, je crois à juste titre, les propositions qui avaient été faites à Paris en 2011 au G20. C'était M. Sarkozy qui les a prononcées. Et c'est intéressant de voir, enfin j'ai envie de dire un peu en caricaturant les choses, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Les propositions de M. Sarkozy au G20 de 2011 sont très exactement l'opposé de la politique qu'il a menée dans notre pays. Je tenais à le signaler parce que c'est vrai que peut-être que vu de l'étranger, les choses ne sont pas complètement visibles. Alors, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc c'est pas trop la peine de les redire. Sinon, c'est vrai, l'importance de la chute du peso, peut-être pour être un peu plus centré sur l'Argentine, les quelques documents que j'ai pu faire, ou des chiffres, les chiffres, je les tiens des Échos ou de journaux économiques français, donc je ne pense pas qu'on puisse se faire attaquer comme attaque a pu l'être, ou bien ce serait drôle que la Tribune ou les Échos puissent se faire attaquer comme ça. Donc on a parlé de l'endettement, qui est, vous avez dit 60%, j'ai vu des chiffres qui étaient un peu inférieurs, mais peu importe. Il faut quand même savoir que l'endettement de la France est de 100% du PIB,
et que l'endettement des États-Unis est 2 ou 3 fois supérieur. Donc le chiffre qui était indiqué, bon, c'est vrai que c'est préoccupant, ça donne des remboursements, des montants de remboursement annuels importants, mais j'ai pas entendu grand monde de manière officielle dire que la France est trop endettée, sinon c'est plutôt dans un autre contexte. Et là, il y a une situation que j'ai lue qui me plaît bien, sur justement ces questions d'endettement, c'est de dire que la dette est au nord et les ressources sont au sud. Je trouve que c'est un raccourci au point de vue situation qui est tout à fait intéressant et qui montre bien justement les axes principaux des politiques économiques des pays du Nord par rapport aux pays du Sud. Il y a une chose qui m'a paru intéressante dans la manière dont la société argentine voulait se défendre contre et peut-être que je terminerai presque par ça, c'est le développement de l'économie sociale et solidaire, les mutuelles, les coopératives, etc. Je trouve que c'est, après ce que j'ai pu voir, mais vous connaissez la situation évidemment beaucoup mieux que moi, il y a un élan extrêmement important dans cette direction. Je pense que ça peut être justement un des outils importants pour se sortir de cette crise. Ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé dans certaines régions, notamment du Brésil, si mes informations sont correctes. Alors, le dernier thème de notre table ronde, c'était la démocratie. Alors, si je voulais être très lapidaire, je dirais que la démarche vers la démocratie passe par l'envers de la politique qui est prônée par le G20. Donc en matière monétaire, en matière économique, en matière de participation des citoyens à leur vie, à leurs décisions, etc. Évidemment, on pourrait développer de manière importante, peut-être que ça peut faire partie de questions que vous pourriez poser, ou bien de toute manière, il y a 3 tables rondes, donc on pourrait le faire, mais la démocratie ne peut passer que par la participation des citoyens à leur propre avenir, à leurs propres décisions, au refus de toute décision, de toute imposition par quelque puissance que ce soit des décisions faites, notamment en matière monétaire. Bien sûr, les États-Unis sont dans l'ALENA, mais ils ne sont pas dans le Mercosur, mais c'est presque comme s'ils y étaient, dans la manière dont les décisions se prennent. Donc, peut-être que je conclurai là-dessus sur la manière, sur les moyens que pourrait prendre l'Argentine, mais tous les autres pays, y compris le nôtre d'ailleurs, la France, pour reprendre en main son propre destin et que les décisions qui sont prises soient prises par les citoyens eux-mêmes et non pas dans je ne sais trop quelle enceinte extérieure, par exemple le G20. Merci. On peut ouvrir un petit débat d'une quinzaine de minutes. J'en profite, c'est comme je vais devoir vous quitter rapidement. Je voulais vous dire quand même qu'au sein du G20, cette année, il y a un enjeu parce qu'il y a des forces contradictoires qui s'agitent. Vous le savez, certains pays voudraient quand même relancer les dynamiques de libre-échange, réformer l'OMC. L'OMC est complètement en panne. L'OMC ne peut plus agir, est complètement en dehors de tout fonctionnement. Et le cycle ce qu'on a appelé le cycle de Doha est complètement en panne. L'OMC, on l'a vu l'an dernier, puisqu'il s'est réuni déjà à Buenos Aires. Et donc la déclaration finale était une déclaration de bonne intention sur le libre-échange, mais dans la réalité des faits, il ne se passe pas grand-chose. Et donc il y a des forces, il y a des pays qui voudraient bien, dont la France par exemple, paraît-il, Macron a fait une déclaration dans ce sens, qui voudraient relancer l'OMC, relancer le multilatéralisme, relancer les échanges commerciaux, l'accord Union européenne-Mercosur en particulier, qui concerne l'Argentine et le Brésil au premier chef. Or, Trump, et vous le savez, Trump sabote systématiquement les sommets internationaux. Il a saboté le G7 de Montréal qui s'est tenu, du Canada qui s'est tenu au mois de juin dernier, et il va probablement s'apprêter à saboter aussi la déclaration finale du G20. Donc on a affaire à une instance qui n'a plus de légitimité.
qui est totalement en dehors de la réalité. Est-ce qu'on est encore dans le multilatéralisme? Est-ce qu'on est... Alors que maintenant on multiplie les accords bilatéraux de libre-échange et qu'il n'y a pratiquement plus d'accords multilatéraux, même à part le CETA, qui est un accord bilatéral, hein, mais l'autre, celui qui est en panne là, également, celui contre lequel on a beaucoup lutté, mais il s'est de lui-même mis en panne à cause de la politique américaine de Trump, qui veut fermer, le TAFTA, excusez-moi, voilà, j'ai un trou de mémoire, le TAFTA. Donc voilà, ces contradictions agitent le G20, donc c'est très complexe parce que la plupart des pays ne veulent pas fâcher le grand voisin du Nord, Trump, qui a évidemment une puissance économique militaire considérable et qui écrase tout le monde, quoique la Chine maintenant commence à rentrer un petit peu dans le jeu international, et puis des pays qui ont envie quand même de relancer toute cette coopération internationale autour des accords de libre-échange, toujours dans le même système économique néolibéral, bien entendu, il n'est pas question d'en sortir. Donc tout ça va se discuter, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va émerger? C'est peu probable, hein, tout ça, ces forces s'allient elles-mêmes entre elles, et donc il est peu probable qu'à Buenos Aires les choses alors, on parle beaucoup d'une résurgence de l'OMC. Est-ce qu'il y a eu une réunion à Ottawa il y a quelques semaines pour essayer de relancer l'OMC contre les États-Unis? Mais bon, c'est compliqué parce que personne ne veut fâcher Trump et en même temps, les pays en ont quand même un petit peu marre de se faire dicter leurs intérêts économiques par les États-Unis. Donc voilà, ces forces s'agitent au sein du G20. Donc ça fait une situation qui est un peu complexe. À mon avis, ça risque pas d'évoluer beaucoup et de changer beaucoup, mais il faudra quand même suivre un petit peu ce qui se passe. Et puis tout ça sur fond de la crise en Argentine dont vous avez parlé. Donc c'est caricatural, en fait, ce G20 qui se réunit, qui est les maîtres du monde, qui n'arrêtent pas de prôner les recettes néolibérales, et ils se réunissent en Argentine, qui est un des pays les plus fragiles actuellement, à cause de la crise qui s'y développe, ce qui est complètement absurde. C'est une caricature quand on y pense. Hein. Il faut le prendre presque à l'ironie, tellement c'est... Mais s'il n'y avait pas des conséquences aussi graves pour les populations, on pourrait en rire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. On pourrait ouvrir une courte période de questions au public. Est-ce que c'est prévu de faire la déclaration à l'échevin sur le blanchiment fiscal? Parce que au principe, c'était pensé que soit le centre de l'échevin. Mais tout le monde sait que Macri il a des offshore. Est-ce que maintenant c'est... Il y aura probablement une déclaration de bonne intention disant qu'on veut lutter, nous associons nos efforts au niveau international pour lutter contre l'évasion fiscale. L'évasion fiscale fait partie des rouages de l'économie capitaliste. Ça en fait partie, c'est au centre de l'économie capitaliste. Donc je ne vois pas pourquoi ils arrêteraient. Alors il est question de taxer plus les GAFA, les grandes entreprises autour de Amazon, Microsoft, etc., les grandes entreprises numériques. Peut-être qu'ils vont progresser un petit peu dans ce sens. Parce que là, c'est un vrai scandale. Hein. Ces entreprises ne payent pratiquement pas d'impôts. Elles vont déclarer leurs bénéfices dans les pays à très faible fiscalité, comme l'Irlande, en Europe, qui taxent les entreprises à 12%, alors que chez nous, c'est 33%, évidemment. Donc voilà, et il n'y a pas de contrôle international sur ces grandes entreprises qui sont multinationales. Donc les fiscalités nationales ne peuvent rien contre elles. Donc voilà, il va y avoir des déclarations en ce sens. Est-ce que ça va aboutir à des mises en œuvre pratiques? Personnellement, j'en doute, puisque je trouve que l'évasion fiscale fait partie de la philosophie libérale. Hein. Ça en fait partie, donc c'est un peu compliqué. Mais il y aura certainement des discours de bonnes intentions, avec peut-être quelques mesures dans la déclaration finale. Ça sera sûrement dans la déclaration. Selon je reprends l'histoire de l'actitude répressive de Macri envers de l'attaque et des autres organisations. C'est vraiment inadmissible. Déjà l'année dernière à l'occasion de l'OMC et aujourd'hui contre Beatrice Rachlan, la présidente de l'ACAC. Et donc il faut se rappeler seulement deux choses. Que l'année dernière, l'interdiction d'arriver en Argentine était signée par la direction des consulats de l'Argentine à Argentine. C'était l'ancien consul à Paris, Sogro, qui était un des responsables de ces mesures. Et donc je pense que si nous avons une déclaration aujourd'hui à faire, c'est entre autres
une déclaration vraiment de désaccord, de dénonciation de ces mesures répressives de façon très explicite. Je peut-être de façon un peu humoristique, je dirais, pourquoi pas envoyer une somme de 10 € à TAC Argentine pour aider à la manifestation, en sachant que cet argent, ça va être clean, propre. Mais comme ça, on peut justifier. L'autre question, l'intervention. J'ai vu que le vote du budget d'austérité en Argentine avait provoqué des remous, des vives réactions. Je voulais savoir quelle était la réaction des démocrates argentins en Argentine sur la venue du G20. Je sais qu'il y a de la répression dans l'air, mais pouvez-vous nous dire quelles sont les manifestations prévues? Est-ce qu'il y a vraiment... Parce que c'est tellement scandaleux qu'il y ait ce G20 dans ce pays qui est en trouble démocratique sur les droits humains, tout simplement, en perte pour tout, etc. Moi, je vais pas être d'accord avec vous. Je pense que les pays tels que l'Argentine, le Mexique ou bien d'autres qui sont dans le G20 ont le droit d'accueillir, comme tout et chacun, la réunion. C'est-à-dire les réunions du G20 n'ont pas à avoir lieu en France, en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs. Je pense que les pays, et dans ce cas dits sous-développés, ont quand même le droit et le devoir d'ailleurs de les accueillir. Non, sur les manifestations, il va y avoir des manifestations, oui, il va y avoir des manifestations, et il se pourrait d'ailleurs qu'il y ait des débordements, parce que les gens sont exaspérés, et ça je peux le comprendre. Il va y avoir des manifestations, en même temps le rapport de force malheureusement il n'est pas en notre faveur, donc tout ça va être très encadré. Il y a une volonté de ne pas aller à la confrontation, parce que de toute façon ce serait terrible. On se fera réprimer. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de débordement trop fort, trop violent. Mais on ne sait pas, les gens en ont marre, la situation est dure pour tout le monde, sur le plan social. Il y a eu vraiment les salaires sont bloqués, il y a eu des grèves, il y a eu déjà 4 grèves depuis 2016. Il est question, il y a à nouveau un appel à la grève nationale qui a été appelé par les enseignants, je crois les travailleurs de la santé, et je ne sais plus quel secteur de la population. Alors le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour éviter que la grève et discute avec les syndicats pour pas que la grève ait lieu pendant, le G20, pardon. Mais alors, elle pourrait avoir lieu le 28, et de toute façon, le 30, je crois, a été décrété journée sans travail. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Donc, mais il va y avoir des manifestations, c'est clair, c'est sûr. Alors, je ne sais pas quelles sont les forces qui vont... Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que les syndicats vont y aller? Quels syndicats? Quelles forces? Est-ce que les kirchneristes de gauche vont y aller? Etc. Donc, quelles alliances vont se former pour ces manifestations? Personnellement, je ne sais pas exactement, mais tout ça est en discussion en ce moment. Et je pense qu'en tout cas, mais ça va. Il y aura une visibilité. Mais le rapport de force, vous vous doutez bien, avec 20 000 gendarmes, le périmètre de la ville bouclé, archi-bouclé, des drones, des bateaux, des avions, les aéroports fermés, enfin, tout ça, c'est une militarisation de l'espace public qui est énorme, considérable. Par rapport aux activités pendant la réunion du G20, il y a prévu déjà tout un déploiement des forces de sécurité dans le centre-ville et notamment dans les circuits où il y aura lieu la réunion. La ville va être complètement bloquée, c'est-à-dire que toutes les régions concernées seront bloquées par les forces de sécurité. Et en plus, on a commencé à voir depuis quelques jours des articles sur certains journaux où il montre des actions de la police contre des supposés extrémistes, des attentats qui ont été prévus, des anarchistes qui portent des bombes. C'était ce matin, on a vu, sur le journal La Nation, il y avait un opératif de la police fédérale de l'Argentine où ils ont perquisitionné un local où il y avait supposément des bombes. Donc là, d'un côté, il y a la mobilisation des médias
pour justifier déjà le déploiement de forces répressives. Et de l'autre côté, ils ont déjà annoncé toutes les mesures de blocage de la ville et de déploiement de forces de sécurité. Et du coup, il y a aussi prévu de l'autre côté énormément de mobilisation, mais surtout, il y a prévu un grand sommet auquel vous allez participer, mais aussi l'ancien président de l'Argentine, Cristina Kirchner, l'ancien président du Brésil, Dilma Rousseff, des prix Nobel, et l'ancien président du Uruguay. Donc, du coup, il va y avoir aussi, dans le compte du sommet, une mobilisation des figures référentes de la politique internationale, et notamment de la politique américaine, qui vont se mobiliser, qui vont présenter à Buenos Aires. Du coup, ça fait partie des réponses contre le... Je crois que toute cette campagne de presse sur les bombes, les attentats possibles, etc., ça fait partie d'une stratégie de tension, de monter un peu tout ça. En réalité, les forces internationales sont faibles. Hein. Il va y avoir des Chiliens, des Brésiliens, des pays voisins, l'Uruguay, etc. Mais les Européens, on ne va pas être très nombreux. Hein. Nous, en France, on est peut-être une dizaine, une quinzaine à aller là-bas. Donc on n'est pas très nombreux. C'est les ONG traditionnelles, les associations comme Attac et d'autres. Donc voilà, mais ça fait partie de la stratégie de monter un peu tout ça en épingle, et pour justifier le déploiement policier qui va être effectivement absolument imposant. Imaginez que rien que Trump, il vient avec 1300 personnes. Tous les services de sécurité, les services de renseignement sont déjà sur place pour préparer la venue de Trump. C'est complètement de la folie. Un sommet comme ça coûte des millions et des millions d'euros, ça coûte extrêmement cher. Oui, c'est-à-dire il y a... Une question, mais un peu pour s'organiser comme c'est la table d'économie, il y a une question qui a été posée, qui n'a pas été traitée sur ce qu'est l'économie pour une démocratie, qui a posé madame. Ah oui. Je pense que pour les fonds, c'est important. Et après, il y a une table, je pense, sur les thèmes droits de l'homme, etc. Donc, moi, j'étais simplement une consigne qu'on peut adopter, c'est que il n'y aura pas démocratie politique sans démocratie fiscale. Ça, on peut le dire. Parce que ce qu'on constate, c'est que moi, j'ai cherché dans la Déclaration des droits de l'homme de la Révolution française de 1789, c'est écrit dans cette Constitution que les citoyens vont apporter à la République selon ses moyens et ses disponibilités. Donc ça, c'était dans la Révolution française. Aujourd'hui, on constate que plus on a de l'argent, moins nous contribuons. Donc, c'est-à-dire que toute cette dynamique, il faut le dire clairement, de dire le déficit fiscal zéro, c'est pas la clé d'entrée. La clé d'entrée, c'est dire, si on nous enlève l'eau dans la montagne, qu'est-ce qu'on va cultiver dans la vallée? Donc, il n'y a pas d'entrée dans les caisses, parce qu'il n'y a pas de démocratie fiscale. Donc, mélangeons pas tout, parce que sinon, je pense qu'il faut aborder les débats sur l'économie. Et une conclusion de la table d'économie, c'est, la question a été posée ailleurs, c'est justement sur ce thème de la fiscalité. Et je pense que c'est important. Et bon, pour Attac, bien sûr, je ne vais pas vous prêcher ça. Donc je dirais que bon, voilà, c'est parmi les questions que j'ai voulu souligner, mais aussi que je pense qu'après il y a une table sur le thème démocratie, répression, etc. Il n'y a pas une table sur le thème écologique. Si on mélange tout le débat, ça ne va pas être dans l'ordre. Oui. Il faut que dans la déclaration, nous, je suis d'accord avec le monsieur, qu'on propose des choses sur quelle économie, quelle finance, quelle est la démocratie qu'on cherche pour pouvoir être en contrepartie à cette dynamique où l'économie dominante nous impose des choses à les citoyens, à les travailleurs, et finalement on ne s'en sortait pas. Donc je pense que la déclaration doit se poser ces questions aussi. Merci. Bien sûr, la déclaration doit se poser cette question, mais disons le problème de quelle économie pour une vraie démocratie, c'est un sujet de pensée, de réflexion à long terme et d'interaction entre nous tous et avec les citoyens de beaucoup de pays du monde, etc. C'est un problème extrêmement compliqué parce que, comme disait l'autre, on acquiert le droit d'être citoyen lorsqu'on paye des impôts. Et vous avez parfaitement raison, la fiscalité c'est la base de la justice sociale, absolument. Un système ne pourra être juste et démocratique que lorsque la fiscalité sera juste,
harmonisé, déjà au niveau européen, ça serait pas mal. Ça éviterait que certains aillent déclarer leurs bénéfices dans les pays à faible fiscalité, mais au niveau mondial, évidemment, ça serait encore mieux. Ça serait vraiment la base. Bon, on va fermer ici. On va remercier nos intervenantes et un applaudissement pour eux.